Afro Pixel. Tout simplement, pour vous resituer un peu l'idée de cet après-midi, l'année dernière j'ai travaillé avec Marion alors que je suis professeure à l'école des Beaux-Arts de Nantes et que j'étais très intéressée par son projet sur l'école des communs. Donc j'ai travaillé avec elle sur ce qu'elle a mis en place ici, notamment le jardin, et j'ai commencé une série d'enquêtes auprès des habitants pour essayer de comprendre l'impact du travail mené, notamment sur les pratiques citadines et citoyennes. Et au moment de cette enquête, j'ai rencontré Jean-Charles Tal avec Marion, et donc on était en train de discuter d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans la gestion de la ville, dans la gestion des espaces publics, et voire même dans la pratique de la démocratie locale. Et à ce moment-là, il a évoqué le travail entrepris par le Front culturel, et je me suis dit tiens, je ne connais pas, je connais un peu l'histoire de la gauche sénégalaise, mais ça je ne connais pas du tout, et ça m'a interpellée, et est née cette idée en fait de créer un moment de réflexion autour de cette histoire qui pour ma part m'intéresse parce que moi je suis française, mais liée en France à une génération de gens qui étaient mes parents, qui se sont battus à leur manière, à la fois anticoloniaux, à la fois sur des principes de vivre au pays, etc., de parler la langue bretonne, etc. Bon bref, il y avait des échos assez évidents dans des formes de militantisme, et que cette génération-là, en France, elle s'est assez tue aussi ces dernières années. Donc ça m'intéressait d'écouter ce qui se passe ici et de faire des liens avec ce qui se passe chez moi. En gros, voilà, donc une de nos préoccupations, évidemment, de lier le passé au présent, c'est-à-dire tout à la fois de revenir sur cette histoire et de mieux la connaître, parce que c'est une histoire complexe, qui a été une histoire de clandestinité. On va y revenir tout à l'heure avec Ibrahim Awan, qui a travaillé notamment là-dessus pour son doctorat, mais aussi avec nos différents intervenants. Donc une histoire complexe, une histoire qui m'intéresse dans les stratégies qui se sont développées, dans les méthodes utilisées, et tout particulièrement dans la manière dont la culture a permis d'inventer en fait des formes de démocratie, des transmissions d'idées, etc. Cette notion de la culture, d'une culture active, d'une culture citoyenne, d'une culture au service d'une vigilance démocratique, est toujours actuelle ici, tout particulièrement, je pense, à travers différents milieux. Ce matin, on était à l'Institut français autour d'une discussion sur les cultures urbaines, qui sont une manifestation de cette volonté d'agir dans la ville, d'agir dans la démocratie sénégalaise. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses à montrer, des liens à établir entre des périodes passées et des périodes présentes, voire même peut-être des choses encore à inventer. Et pour ma part, je suis assez préoccupée par la situation internationale, disons, et par la nécessité, me semble-t-il, d'inventer aussi bien dans les institutions dans lesquelles je travaille qu'à l'extérieur des institutions, des zones de dialogue, des zones de pratique de l'art et de pratique de la culture différente. Merci Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. Je remercie les aînés du Front qui m'ont fait cette honneur, puisque moi je n'étais pas au Front il y a 40 ans. J'étais très jeune, j'étais donc en réserve. Et je pense que ce débat vient à son heure, puisqu'on peut l'inscrire au conflit de diverses problématiques qui sont actuelles. La première problématique, c'est l'évolution des formes de lutte au Sénégal. Une deuxième problématique pourrait être tout simplement l'observation de l'évolution de la création artistique en tant que telle. Une troisième problématique, la question de la transmission entre les générations. Donc il me semble que toutes ces problématiques-là peuvent former une constellation qui peut être examinée à partir de l'expérience du Front culturel. On a plusieurs personnes dans ce pays qui sont à diverses stations, qui ont connu le déclic de leur vie à travers le Front culturel et qui cohabitent avec d'autres auxquels
auxquelles le front est complètement étranger. Je pense que c'est des réalités extrêmement intéressantes également à décrypter. Et pour cela, pour introduire cette discussion, nous avons des membres fondateurs du Front culturel, en l'occurrence Momar Samb, Elhadj Momar Samb, enseignant, formateur, qui va en une dizaine de minutes introduire un peu la question sous l'angle de l'historique, donc la genèse du Front. Ensuite, nous donnerons la parole à Madiaye Mbodj et Mansour Kébé. Donc, Madiaye est enseignant également, professeur de français, formateur. Mansour Kébé, cinéaste, vont donner quelques éléments à travers, sur l'évolution du Front. Et ensuite, le professeur Bobo Diop, historien, va donner un aperçu de ce que le Front a été à l'extérieur du Sénégal, puisqu'il y avait également des branches hors du Sénégal, en France notamment. Et avant de donner la parole à Elhadj Momar Samb, donc les camarades, comme on disait, comme on dit plus toujours, demandent à ce qu'une minute de silence soit observée à la mémoire des compagnons disparus. Merci. Donc, sans tarder, on va donner la parole à Elhadj Momar Samb pour une dizaine de minutes. Le top chrono, merci beaucoup Ibrahima. Je voulais exprimer toute ma joie d'être là avec vous pour partager ce moment. Quand on revoit certains visages, on se rappelle beaucoup de souvenirs qui affluent. Et je crois que c'est des moments également d'émotion. Des chanteurs qu'on n'a pas connus, mais qui ont chanté, qu'on a écouté, qu'on a aimé. Des dessinateurs ou des peintres, des poètes dont on a écouté les morceaux, les pièces qu'on a aimées. Bon, mais qu'on ne connaissait pas. On ne se connaissait pas quand on faisait ce travail-là. Et on était dans une période de clandestinité très dure, très fermée. Alors, le contexte peut-être un peu. Ça va être un échange. Je disais à Madiaye tout à l'heure, certainement qu'on va... Djodji est là. Oui. Passe. Enlève le chapeau qu'on puisse te reconnaître un peu là. Voilà. C'est Bass Diakhaté, comédien que vous connaissez et qui a partagé avec nous certains moments du Front culturel. C'était donc dans les années 70, plus précisément en 75, que tout s'est déclenché. Aziz Dieng est là, il ne me reconnaît pas, moi je le reconnais. Donc, vous vous rappelez la situation politique à l'époque, parti unique, en 74, ouverture limitée à 3 courants, vous vous rappelez, et certaines forces politiques étaient exclues de cette démocratie taillée sur mesure, hein, dont particulièrement les forces de gauche. Donc, le mouvement qui était là créé avait un nom, il y avait ce qu'on appelle Renou Réou, qui était donc des racines, et au-dessus de cela il y avait Andjef, mais qu'on connaissait surtout dans l'expression, disons, de ses idées à travers un journal qui sortait, Kharibi la lutte. Donc tout se faisait dans la clandestinité. Donc le journal, je crois, a commencé à apparaître en 1974, si ma mémoire est bonne, hein, il faut m'excuser si je me trompe sur les dates. Et en 1975, il y a eu une forte répression qui s'est abattue sur le mouvement. Et on a pris l'essentiel de la direction. On a pris même l'imprimerie. Hein, je veux dire, toutes les machines qui servaient à imprimer le journal, les tracts, etc. Parmi ces camarades dirigeants, il y avait Landing Savané, il y avait les Pape Totissow, je me rappelle, il y avait d'autres. Jo est là. Mais l'arrestation ne s'est pas faite d'un coup, hein, c'est par vague. Et cela avait créé quelque chose.
surtout chez nous, les militants, ce qu'on appelait les militants de base. Il y avait un sentiment que si la répression continuait, les arrestations continuaient, c'est parce que des gens n'ont pas su résister à la torture et on donnait des camarades. Pire, on donnait même des lieux où était gardée l'imprimerie, si je peux dire comme ça. En termes de l'imprimerie, c'était vraiment rudimentaire. Radio, machine à taper, et voilà. Alors, et le sentiment d'incertitude, le désarroi qui existait a amené certains d'entre nous. Nous, on était à la Médina, un petit groupe, autour de... Il y avait Mansour, il y avait Momar Samb, il y avait Ousmane Dongo, il y avait Peter, celui qui nous a quittés il y a quelques jours, qu'on appelait Ismaël Diallo, Pathé. Et bon, voilà, on était dans ça, nous qui nous connaissions, parce que je le dis encore, il y avait un cloisonnement tel que les gens ne se connaissaient pas. Moi, j'entendais des voix qui chantaient, mais c'est aujourd'hui que je sais que c'est celui qui est à ma gauche, hein, pas celui immédiat, mais l'autre. Alors, voilà comment donc l'idée de dire nous refusons la capitulation, nous allons nous battre, continuer à nous battre, donc trouver des formes d'expression nouvelles qui puissent nous permettre de vulgariser, de populariser, de continuer à faire le travail de conscientisation, de populariser les idées révolutionnaires que nous portions. Bien entendu, les camarades reviendront sur d'autres aspects, mais rapidement, ce que je puis dire à ce niveau-là, nous avons commencé comme ça dans une chambre, dans ma chambre à la Médina, rue 27, angle 26, à faire des poèmes et à les dire, à les déclamer entre nous, autour du thé, à nous exprimer et en même temps en créant, à évaluer par l'entremise des collègues ou des camarades qui étaient là, ce que l'on faisait, la qualité, etc., à nous améliorer. Et nous avons créé un foyer qui nous a véritablement, je veux dire, beaucoup servi parce que c'était des moments de créativité et de création extrêmement importantes dans ce jeu que nous établissions entre nous. Dans une chambre, ensuite on sort dans la cour, et dans la cour, le procédé, on s'élargit un peu, et voilà, on dit des poèmes, on dit des chants. Et Dieu, dans ça, il n'était pas poète ni chanteur, mais il était un animateur de type particulier. Les humoristes que vous connaissez aujourd'hui à travers la télé et d'autres, c'était Dieu qui les incarnait véritablement et qui nous faisait rire à travers les histoires drôles qu'il racontait. Il en avait d'innombrables, mais de succulentes alors, de toutes sortes. Hein. Je me rappelle toujours, et j'ai beaucoup aimé parce que je suis lébou aussi, l'histoire qu'il racontait sur le muezzin, vous vous rappelez cette bon, il y reviendra certainement. Et véritablement, et même les délires devant tout le monde, parce que c'est ce poème qu'il aimait. Il y avait un attachement particulier, affectif entre celui qui disait le poème et le poème qu'il s'était choisi. Voilà un peu comment on était. Et maintenant, dans ça, on avait une femme. Hein, c'était une de nos sœurs, Binta. Et bon, voilà, c'est ça qui apparaît un peu dans l'anthologie. Alors, ce petit noyau, c'est un peu élargi. Et de la cour, maintenant, on a pu, même au niveau, à la cour, dans la cour même, on a organisé un humble extraordinaire, une fin d'année. Au lieu d'aller faire des soirées dansantes, on a organisé un humble. Et ça avait beaucoup frappé les gens, et surtout nos parents. Ils se disaient, mais ces jeunes-là, c'est quand même particulier. Au lieu d'aller danser, ils organisent cette manifestation, une sorte de récital de poèmes, et puis en langue nationale. Et eux également, les parents adhéraient, aimaient, parce qu'ils voyaient dans tout ça une attitude qui est conforme à leurs valeurs, à leur morale, etc. Et ils encourageaient. Et c'était important à l'époque. Et il y avait un intérêt que suscitait cette activité-là dans le quartier. Et on a osé aller plus loin, donc récital dans la cour, autre récital, etc. Et les gens venaient de partout. Mais entre-temps, il faut dire, d'autres vivaient d'autres expériences. Mais le foyer, l'étincelle, c'était là. Et on a pu, à partir de ce moment, maintenant, il fallait peut-être aller plus loin. Chemin faisant, on a décidé de produire dans un ouvrage un recueil, une anthologie avec de tous ces poèmes-là. Et parce qu'on recevait également par le canal
des liens clandestins qu'on ne connaissait pas. Hein. Les poèmes de Massiri Issédiaye, les poèmes de Wadi Beguerew et d'autres, ou de Gaskel, etc., et qui nous parvenaient. Et on est arrivé à une situation où il fallait faire une anthologie. Et ça a été toute une histoire également pour produire ça, parce que dans la clandestinité, sans machine, on a dit, parce qu'on était quand même d'une manière ou d'une autre lié à des mouvements, le mouvement étudiant clandestin, etc., du mouvement global, maoïste, agiste, et on avait réussi dans ce mouvement-là, dans cette fraction des étudiants, à nous cotiser pour avoir une machine Ronéo. Et c'est avec cette machine-là qu'on allait faire le tirage. Et je veux raconter cette histoire parce qu'elle est particulière. Et vous vous rappelez peut-être de Cherly, hein, c'est avec lui que j'ai été acheter la machine à Buentesser, mais avec toutes sortes de comment dirais-je, de subterfuges, de dispositifs pour que celui qui achète ne soit pas, etc., etc. Vous comprenez un peu. Et quand il fallait maintenant tirer, le tirage s'est fait ici à côté, à Liberté justement 1, près du stade, chez un ami, un de nos amis, mes camarades également, il s'appelait Alpha Gay. Je ne sais pas s'il est toujours là, Alpha. Et dans la cour, mais nuitamment, hein, c'est pendant la nuit qu'on faisait les tirages. Il y avait des, comment on les appelle encore, des caissons qui étaient là, des poulaillers. On arrangeait les caissons, les poulaillers pour faire un peu d'espace. Bon, bien sûr, on était, voilà, et puis on mettait des bâches. Vous imaginez, et puis dans la nuit, la lumière pour que ça ne filtre pas, de grosses bâches, et puis c'est dans ces conditions qu'on a fait tout le tirage. Le bonhomme qui est à mes côtés, là, sur ma droite, c'est lui qui a tapé à la machine les textes, et c'est lui-même qui a fait ce dessin que vous voyez, qui était moins beau à l'époque, hein. Il était assez... Mais voilà, c'était notre emblème, véritablement, et qui portait le slogan. J'ai ici un exemplaire, on va montrer tout à l'heure. Alors, c'est dans ces conditions qu'on a fait le tirage, qu'on a assemblé et qu'on a commencé à diffuser cette anthologie que nous allons certainement éditer dans de meilleures conditions et sous des formes peut-être beaucoup plus séduisantes. Voilà un peu pour ce qui est de l'histoire. Et je dois dire que c'est en mai 1977 que ça a été publié. Et l'année suivante, même dans cette année 1977, on avait commencé déjà à élaborer théoriquement quelle politique pour justement le front culturel. Pourquoi écrire, pour qui écrire, et comment écrire. Et nous avons élaboré toute une, j'allais dire, une conception de la littérature engagée, de la poésie engagée, pas seulement de la poésie, mais disons de la littérature engagée. Et c'est ça qu'on a produit, qui a donné ce résultat, que vous avez le manifeste qui est sorti en novembre 1977. Voilà pour ce qui est je fais mes 10 minutes, hein, c'est terminé. Voilà, je m'arrête là. Peut-être qu'on reviendra sur d'autres questions pour animer et puis clarifier un certain nombre de questions. J'ai été dans le mouvement étudiant, vous savez, à l'époque, avec l'effervescence des débats idéologiques entre maoïstes, trotskistes, révisionnistes et tout ça, l'effervescence des mouvements de libération en Afrique, en Asie, nous étions vraiment dans ce bain-là. Mais en même temps, ce qui était remarquable, c'est que nous avions le souci de conserver cette racine culturelle qui était la nôtre. Hein, à la MAF, la Maison d'Afrique, nous avions notre troupe théâtrale et nous étions en train de faire des poèmes, des sketchs, du théâtre, de la danse. Je vois ici beaucoup de figures de l'époque, les Mati, les autres qui étaient les Awambo, El Ajikan et tout ça, Bobo Diop, Bachir Diop. Souvent, Bachir jouait le rôle de l'ouvrier. Moi, j'ai joué le rôle de l'intellectuel. El Ajikan, le rôle du bourgeois national. Et il y avait un paysan, Amadou Gaye, qui était devenu journaliste, qui était à l'époque en stage en France, etc. C'est dire que vraiment il y avait quand même toute une dynamique que nous portions en tant que jeunes. Et quand je suis revenu en 1976, parce que je n'ai pas voulu poursuivre, j'ai dit je ne peux pas respecter la prescription de mon chef de département. C'est à ce moment-là que j'ai connu Momar et nous avons travaillé ensemble. J'ai trouvé un groupe qui était là, qui se réunissait. Tout à l'heure, j'en parlais avec Bansour Kébé. Je lui ai rappelé que souvent, à cette époque, on se réunissait chez Feu
Cheikh Gueye. Et c'est lui qui nous préparait à manger. Figurez-vous, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? C'était des œufs bouillis, pas comme on dit des œufs bouillis, c'est un peu à la... les éclaireurs là. C'est-à-dire, net bi, donc on toguait, diwlin ndox nga koy togué. Et Mansour Kébé était spécialiste de ça. Et c'est lui qui nous servait à manger pendant les longues heures de travail qu'on passait ensemble pour élaborer le manifeste du front culturel, élaborer des ouvrages, des recherches sur Aline Sitoé Diatta, sur Thiaroye, sur Lamine Senghor. Je me rappelle, moi, je suis allé recopier à la main l'ouvrage de Lamine Senghor qu'on a publié par la suite, qui s'appelle Violation d'un pays. Parce qu'il n'existait pas à l'époque cet ouvrage. Ibn Cham, que je connaissais avant d'aller en France, on nous avait informé qu'il avait effectivement des connaissances sur cette histoire-là de Lamine Senghor. Je suis allé le voir. Il m'a dit, va aux archives nationales, il y aura quelque chose sur Lamine Senghor. Effectivement, j'ai trouvé un exemplaire d'une photocopie du texte Violation d'un pays, que j'ai recopié à la main. Et nous avons travaillé sur ça jusqu'à ce que des camarades et amis comme Olivier Sagna aillent plus loin dans la recherche pour même faire des mémoires de 3e cycle sur la période qui concerne Lamine Senghor, ce qui nous a permis de renforcer, d'améliorer et de préciser même nos connaissances sur ces figures-là que nous voulions faire connaître au peuple sénégalais. Lamine Senghor, Aline Sitoé Diatta et tant d'autres. Je crois que ces ouvrages-là, certainement, on aura l'occasion de les faire montrer peut-être aux uns et aux autres. J'en avais passé un certain nombre à Ibrahim Ouad quand il faisait sa thèse d'État. Je crois qu'aujourd'hui, il est bon en tout cas que toute cette production puisse être refaite sur des bases plus modernes, plus jolies, etc. J'ai ici des cassettes du Front culturel FC2. J'ai des cassettes de ASF. ASF était déjà plus avancé, notamment ASF 2, dans la qualité de la production. Des cassettes de Aline Sitoé Diatta, quand on a eu la troupe Aline Sitoé Diatta dans les années 82, etc. Donc aujourd'hui, c'est même difficile d'avoir un magnétophone pour lire ces cassettes-là. Ça veut dire qu'il faut les numériser. Ousmane Dongo a fait un gros effort pour numériser beaucoup de cassettes. Bon, peut-être que la qualité reste encore très faible. On peut voir comment, avec les moyens modernes, relever le niveau de qualité de ces productions-là. Parce que franchement, du point de vue du contenu progressiste, mais aussi du point de vue de la forme, etc., c'était à cette époque, en tout cas, quelque chose de parfaitement remarquable. Et aujourd'hui, peut-être le mouvement hip-hop peut certainement renouer avec ce fil-là et aller plus loin que ce que nous avons fait dans les années 75 et par la suite. Je voudrais juste terminer pour dire que ce qui me semble avoir un peu brisé l'élan du mouvement culturel patriotique, le Front culturel sénégalais. Parce qu'avec ce Front culturel sénégalais, le mouvement politique qui portait cela dans la clandestinité, avait pu avoir des bases dans les quartiers, comme la Médina et d'autres, en campagne, Djoum et ailleurs, Podor et dans d'autres localités du pays, dans le mouvement ouvrier. Vous vous rappelez peut-être la troupe de la JOL, la jeunesse ouvrière libre, hein, dans le mouvement étudiant. Donc tout ça, c'était vraiment des points d'appui pour une organisation qui était contrainte, qui ont été à l'origine, quelque part, à partir des années 79-80. Il y a surtout, à un moment donné, des conceptions que nous avions, ce qu'on appelait une forme de bolchevisation du parti. C'était comment renforcer les liens avec le mouvement ouvrier. Alors qu'on perdait de vue qu'on avait renforcé nos liens avec le mouvement ouvrier à travers la culture, notamment avec la JOL. Mais on a pratiquement bazardé tout ce capital-là. Certes, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites sur ce bord d'ordre, de renforcer la présence dans ce qu'on appelait les citadelles industrielles, à Taïba, à la CSS, dans les chemins de fer, etc. etc. Mais ça, peut-être qu'il y avait une compréhension assez biaisée de ce qu'on appelait la bolchevisation, qui nous a fait perdre tous les acquis du mouvement culturel. Il y a eu aussi peut-être la légalisation à partir de 1981, et le corollaire de la légalisation, toute la dynamique électorale ou même électoraliste
qui a peut-être là aussi été mal négocié dans les conditions où, quand on quittait la clandestinité pour arriver à la légalité, quelques mois avant, on parlait de fascisation du régime. En 79, on disait que le régime allait se fasciser davantage. Et pourtant, en 80, on crée Djaï Dolibi, qui était un journal légal. En 81, on légalise le parti. Et à partir de 83, on entre dans les élections. Je crois que toute cette période-là doit être revisitée parce que c'est riche à la fois d'enseignement, à la fois par ce qu'on appelle par la négative et par les aspects positifs qui nous permettraient de voir effectivement quelles sont les erreurs qui ont poussé quelque part, qui ont favorisé l'éclatement de ce mouvement culturel très très fécond, très créatif et qui était un fort mouvement de liaison avec les jeunes filles, avec les paysans, avec les ouvriers, avec les masses populaires des villes et des zones rurales. Donc ça, je crois que c'est une réflexion à poursuivre, effectivement, pour qu'on puisse en tirer certainement la substance voile. Je m'arrête là, je vous remercie. J'avais préparé un peu vos points parce que je pensais que ça se ferait à l'intérieur. Par rapport au contexte d'émergence du Front culturel, c'était un contexte assez difficile pour les populations parce que de 1960, qui était date de l'indépendance du Sénégal, à 80 au départ de Senghor, tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs économiques, politiques, sociales, culturels, étaient touchés par les difficultés de toutes sortes d'un État sénégalais qui n'arrivait pas à satisfaire les besoins élémentaires de la population et qui réprimait sans cesse. On peut donner comme exemple, les paysans qui refusaient de payer des impôts étaient enchaînés et saupoudrés d'insecticides. Les étudiants en grève étaient réprimés par les armes et incarcérés dans l'armée ou renvoyés de tous les établissements publics du Sénégal. Il y avait la monoculture arachidière qui n'offrait aucune sécurité alimentaire. Le chômage était endémique. Tout parti politique en dehors de celui du pouvoir était interdit. La répression policière était féroce. Senghor a été un des plus grands dictateurs de l'histoire. Ça, c'est une conviction que j'ai de Senghor. Sur le plan culturel, la démocratie était un vœu lointain dont rêvaient les intellectuels et les masses populaires. On sortait de la colonisation et retombait dans une autre domination plus féroce. Les sermons des imams étaient contrôlés, les films de cinéma censurés. Il faut voir le film de Tiedo de Sembène parce que c'était écrit avec 2D. Senghor avait dit que ce film ne va pas sortir tant qu'on ne changera pas le titre et on mettra un seul D. Ça, c'est la question de transcription de langue nationale que Senghor voulait imposer une forme de transcription qui ne corresponde pas à la science. La détention d'un document contre la politique du gouvernement valait à son auteur la prison. L'Assemblée nationale ne faisait qu'applaudir les décisions de Senghor. Il était autorisé qu'un seul parti politique, l'Union progressiste sénégalaise, l'UPS, qui deviendra le Parti socialiste, une seule confédération syndicale, l'UNTS, un seul journal quotidien, Dakar Matin, qui deviendra le Soleil, une seule radio, Radio Sénégal, une seule télévision, RTS, un seul maître au Sénégal, Senghor. Tout autre parti, syndicat, organe de presse était interdit. Je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a pas de génération spontanée. Mes camarades qui ont parlé de la période des années 74, 75, mais ça a commencé bien avant. Depuis mai 68 et même avant. Médié, on se connaît, on a fait le lycée, de la 6e jusqu'à l'université. Médié, nous avons une classe, lycée Charles de Gaulle, nous avons commencé. Mai 68, j'ai dit souvent aux étudiants, attention, nous avons une grève, nous on a fait 4 mois de grève. On pensait que le monde allait basculer, qu'on n'allait pas revenir. Moi j'ai passé 4 mois hors de Saint-Louis, je suis venu ici à Dakar, je pensais que vraiment le gouvernement de Senghor allait tomber. Et quand le Khalif général des Mourides a dit que grève Bahoul, on a eu des problèmes dans nos familles, etc. Et puis bof, on a repris la vie. Mais donc c'est avant les années 75. On était ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure des Paptouti, tout ça. Donc c'est une affaire qui a culminé, certes, il y a eu une accélération dans les années 70, 71, il y a eu d'autres groupuscules, le travail a continué.
Ça, c'est la première chose que je voudrais préciser, parce que quand même, il ne faut pas oublier que 1973, la répression a été très dure. Au Sénégal, aujourd'hui, on va faire des élections. Nous, en 1973, on nous a enfermés à l'université. On nous a interdit de sortir pour que les élections présidentielles se tiennent. Les hélicoptères étaient en haut, on nous empêchait de sortir en tant qu'étudiants. Ça, c'est le Sénégal de la période des années 73. Assassinat de Omar Blondin Diop, etc., etc. Donc, je crois que ça, c'est la première précision que je voudrais. Maintenant, pour répondre à la question, le front culturel à l'Antex, nous, on appelle ça Antex, l'antenne extérieure. On peut relever 3 fonctions. C'est une systématisation, mais comme il y a des camarades dans la salle qui sont de l'Antex, ils pourront compléter. Première fonction, c'était Mansour et là on parlait du contexte. Nous, la différence avec peut-être Dakar, c'est qu'en France c'était la démocratie bourgeoise. Donc la clandestinité, bon, certes on avait nos cellules clandestines, mais bon, le travail légal ouvert était beaucoup plus important que le travail clandestin. Ça c'est la première différence entre l'Antex et ici. Donc on devait articuler travail clandestin et déploiement légal. La première fonction, c'est la fonction de relais. On était chargé de relayer, de diffuser les documents, les produits. Par exemple, le manifeste, le Téléptanou, les affiches, il y avait de belles affiches. Ah oui, des affiches qu'on devait reproduire, et puis il y avait les cassettes qu'on devait produire ou reproduire. Et il nous arrivait de les reproduire, de les dupliquer en mettant une qualité supérieure. Parce que dans quand même France, la qualité était meilleure. Donc on prenait les documents et on faisait une meilleure qualité. Et le fruit des ventes servait les bonnes causes. Donc on vendait et puis on donnait l'argent. Ça nous permettait aussi de... Parce que l'argent ici, ça fait partie de l'affaire. On va y revenir. Deuxième chose, la fonction de tamis, de critique et de bouclier. Je dirais même de cuillère. Le tamis, c'est parce qu'il nous fallait avoir un regard critique. Alors là, je signale qu'il y avait des échanges mémorables. Et en principe, on doit les trouver dans les archives. Il y avait des débats houleux entre nous et ceux qui étaient à Dakar. Parce que quand même, on ne se contentait pas de recevoir les documents et de dire oui, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. On le disait et on échangeait. Des fois, c'était houleux. Des fois, par courrier, etc., etc. Donc, cet esprit-là, c'était un esprit très important. Bouclier, parce qu'il fallait défendre les positions et les produits du FC. C'était un devoir de solidarité. C'est-à-dire que même si on n'était pas toujours d'accord sur certains aspects, il y a une discuté du poème, par exemple, j'ai fait rire certains là, et des poèmes, du Tarbag, quelqu'un comme Bachir était dogmatique. Bon, je dis, mais Bachir, c'est pas comme ça. D'accord, du Tarbag direct, vous voyez. Bon. Alors, donc, il y avait des débats, et enfin. Mais c'est dommage pour voilà, on ne comprenne pas Wolof. Alors, jàng yi dafa xew ba jàng yi xewee temps booba ay haut-parleur ñoo amoon ak ampli gars yi wër amuñu ko mais il s'est trouvé que Baye Moungoundia moom moo amoon ampli ak ay haut-parleur ak batterie su alimenté quand même kii bi ampli bi bi xale yi ñëwee gis nga ko Baye Moungoundia nun day dem nañu fa ne di wut rajo waaye li am amoon la wax na lu ñëw ci yow ba ñu ñëwee ci yow sant nañu baax a baax waaye bu ñu ne bëri jóg daal di ko digal wax ngeen dëgg man am na ma ampli am na ma rajo kon een a defar seen baas rey seen nag toggi seen cere yéen lekk ba seen biir yi la fudda man ba ma ñëwee danaa leen jox ampli ak rajo waaye jërëjëf waaye man ba tey loolu jël leen yóbbu xale jël leen dem ba ci buntu ba ba ma ñëwee maa la jëkk a jàng comme xale yi bon nay parfois ñu ko yow kay suñu bàyyi nga boo ñëwee nga jàng war ma ko kon yóbbu leen bi xale yi demee ba ci buntu kër mu ne ba ma jàngal pare ma jabar dana jàng xale yi nag yéen kay loo leen kii rek baax na dem ba génn mbedd mu ne leen ba ma jabar jàng pare ma bàyyi dana jàng
xale yi déglu leen déglu leen bii moo mujjee ma bàyyi ba jàng pare ma doom dana jàng ñu ne ay si imagine 21 heures xale ñëw dañu monté avec mu dégg ko sol garam bu test daal di ñëw mais bàyyi mu ngi xajaleen ma jàllale yéen xajaleen ma jàllale yéen dafa ñëw mais nag da ngeen di awu de waaw d'accord daal di ñëw salaamaaleykum mbokki jullit yi xam na ma ne sax yéen a defal seen i jàng yéen a rey seenu nag defal seen i jël def seen tànt mu leer nañ waaye maa di borom rajo bi laay laay la la maa di borom rajo bi laay laay la la maa di borom rajo bi laay laay la la de 21 heures à 23 dafay déposé kii bi rek benn jigéen xam nga nag boobu jigéen la femme africaine nga falu sol ay buukam takk ay li doon ma ay yéen xajal leen ma jàlla yéen xajal leen ma jàlla mais ni may waxee nag ngeen di awoo xajal ma jàlla waaw bisimilah xam ne ma sax ne man jigéen la ma ndajam góor war ma cee wax waaye comme man di jaaya moom rajo bi ay laay la la man di jaaya moom rajo bi laay laay la la de 23 heures à 1 heure du matin à 1 heure du matin dafa génn rek am benn maquette ma jàllaateen waaw waaw xam na mu nga sax ne yàlla ma wax ne wax naa bàyyi si dëkk loola tax yàlla bàyyi fi dëkk waaye comme ma doom moom mais yenn jëli bu nekkee xam ne ñoom ñëpp koo xam ne ay rappeur lañu waaw doom ji bi ma ñëwee nag bu njëkk daaw ma ko naan arab de mais comme rappeur yaa ngi fi il faut laa leen dana ci sol ak may na ma jàlla yi may na ma jàlla ñu ñëw jàll tey ñu Souvenir de ces moments, c'est très beau, je sais. Tout le monde sait que c'est beau. Rien que le nom, Front culturel sénégalais, c'est beau. Mais dites-nous, nous, on a plus besoin. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Tout à l'heure, Modiebo a parlé des divergences politiques. À quel niveau et à quel point? Jusqu'à quel point? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez influencé? Beaucoup, oui. On a vu que vous avez influencé les Omar Pendio, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aussi des membres du Front se sont retrouvés dans le système? Comment se fait-il que de telles politiques culturelles n'ont pas été... Cette vision-là, ça c'est une vision de la culture. Comment se fait-il qu'on ne l'a pas retrouvée quand les gens sont passés de l'autre côté? Et qui ont partagé avec vous tous ces mêmes... Moi, c'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça que nous devons nous comprendre. Moi, je m'engage comme volonté pour la capitalisation. Ce que les anglophones disent, le knowledge modern. Parce que la capitalisation de tout ce que vous avez fait dans les années passées, nous, les jeunes générations, nous devons le diffuser partout dans le monde. Égalité. Une dame quand même. Une dame quand même. On a dit égalité. La café égalité. Dont j'avais entendu parler parce qu'effectivement à l'époque on était dans la clandestinité et donc on entendait parler de personnes, on ne les connaissait pas. Mais je retrouve comme Joe des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est très émouvant. On a un devoir de mémoire et on remercie donc les personnes, Marion, de nous avoir abrités. Mais la question est très pertinente. Pourquoi on en est arrivé là? Mais je pense que Madiaye a donné la réponse tout à l'heure. En tout cas, moi je m'y retrouve, Madiaye. Je pense qu'en fait, la culture c'est un bien commun, d'abord populaire,
après et surtout au Sénégal où il y a un sens culturel extrêmement fort, et même en Afrique en général, c'est vraiment notre bien commun. Bon, je pense qu'à l'époque, il a été instrumentalisé et caporalisé par la politique et l'extrême gauche, dont je faisais partie à l'époque. Le rédacteur en chef de Warango, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ce n'était pas la culture pour la culture, mais c'est la culture au service du changement social. Et c'est tout le soubassement, et que c'est une idée que tout le monde, toute cette jeunesse-là, une bonne partie, partageait ensemble. Ce n'était pas la culture pour la culture uniquement, mais il y avait en arrière-fond, effectivement, une culture pour le changement social. Énormément de choses. Je ne vais pas parler de l'histoire, mais je vais surtout aller dans le sens des perspectives, en disant que le grand problème que nous avons, qui est aussi un problème de notre société, c'est la question de l'éducation. Alors, le Front culturel avait pu émettre au moins une hypothèse et à travailler sur ça, l'articulation entre la culture, l'éducation et la communication. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour régler, au moins prendre en compte sérieusement les questions d'éducation dans le sens de la transformation de la société, il faut impérativement que ces trois éléments soient pris en charge. Donc, du point de vue des perspectives de capitalisation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de capitaliser pour capitaliser, c'est pour capitaliser pour transformer un certain nombre de choses. Il faut qu'on arrive avec un certain nombre d'acteurs à travailler dans cette dynamique de construction d'une éducation nouvelle qui prend en compte et l'éducation, et la culture, et la communication. Merci. Je m'appelle Charles Gatti, membre du directoire du Fonds culturel sénégalais à l'époque. Donc je suis également sont là, les connaissances sont là, les experts sont là, on met ça en réseau. Et on va essayer aussi de continuer la réflexion pour voir comment structurer ça. Deuxièmement, le Front culturel, en tout cas, concernant mon expérience, partout où je vais à travers l'Afrique, je fais part de l'expérience du Front culturel. Partout en Afrique, je suis allé dans une bonne vingtaine de pays, les jeunesses savent ce que c'est le Front culturel sénégalais comme expérience. Et le legs là, il faut le transmettre. Et je le fais. Il y a 2 ans, j'ai réuni, on m'a invité à l'UNESCO pour animer un atelier avec l'ODECAF de Pékin. Une centaine d'ASC étaient là. Je leur ai parlé de l'héritage du Front culturel sénégalais dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, ça continue. Nous mettons tout ça en réseau et nous verrons l'héritage est encore là. Et comme on le dit dans notre jargon immatériel, c'est un héritage qui est en substrat, qui ne peut pas disparaître. Mais nous avons maintenant des savoirs endogènes pour remettre ça sur la scène. Je vous remercie. D'abord, la question de la transmission entre générations. C'est vrai que nous, ce qui peut arriver, nous est arrivé. Parce qu'on pensait qu'on était les premiers, des fois, à faire des choses. Moi, personnellement, ce n'est que quelques années après que je me suis rendu compte que les vieux du PAI avaient eu à faire, même l'international a chanté cela. C'est quand nous, on a créé l'ANAFA, en discutant, on a fait un film sur Ben Madi Cissé, on a fait un film sur Hassan Sek. On a commencé à discuter avec ceux qui étaient là avant nous. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Donc c'est pour mettre à l'aise et dire que peut-être que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que là, on est encore vivant, on en parle. Le vieux Tchernoba, moi quand j'ai dit que c'est lui, mais il chantait les chansons qu'eux ils avaient fait à l'époque. Quand ils créaient le PAI, a dit tout à l'heure qu'il y a des chansons, même aujourd'hui, il y a des chansons que l'armée sénégalaise chante, qui étaient des chansons produites par les militants du PAI. Si vous lisez le livre de Sadio Kamara, vous verrez des détails. Les chansons de l'armée, aujourd'hui. Ça a été fait par des militants du PAI de l'époque. Donc vous aurez pu parler. Lui a été militant du PAI aussi. Voilà. Donc j'aurais pu parler du PRA, j'aurais pu parler de ça. Deuxième question maintenant, c'est là où je termine. Cette fois-ci, tu peux être vigilant. Parce qu'on a prévu de revenir là-dessus. C'est la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a 3 pistes. Ça intéresse ceux qui vont faire l'histoire. Première piste, la légalisation pas préparée. Ah oui, ça c'est un débat. On était clandestins, on s'est réveillé un beau jour. C'est le pouvoir qui a eu l'initiative. C'est Senghor qui a décidé que... Alors tout le monde peut créer son parti politique. On s'est lancé dans cette affaire. Nous, au niveau de l'ANTEC, je ne sais pas en tout cas. Franchement, nous, le débat n'a pas été mené sérieusement. Première piste. Deuxième piste, c'était la question très importante, le renversement. Aziz en a parlé. Il faut quitter le quartier populaire, il faut quitter la petite bourgeoisie pour aller au niveau de la classe ouvrière. La classe ouvrière, Sénégal, la classe ouvrière, ça a été un truc aussi qui a vraiment... Et enfin, les purges. Quand il n'y a pas de... Vous savez, dans la clandestinité, on ne connaît pas qui est chef. Hein? On parle de chef, on n'est pas de chef, mais quand on a été légalisé, quand on a vu qui est qui, alors bonjour les dégâts. Parce que ça, c'est un problème. C'est les purges. Les camarades là, ils n'ont pas donné tous les détails des camarades qui ont tel point de vue, on dit qu'il faut les exclure. On a exclu beaucoup de gens. Etc., etc. Donc voilà les problèmes. Pour répondre, peut-être que ça, il faudra des trucs. Donc il faut être démocrate. Il faut travailler, avoir le courage et se dire les chefs là, eh bien, les chefs éternels là, c'est fini. L'utilisation des outils qui sont maintenant à notre disposition, notamment la transmission aux jeunes générations. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant, les gars, ils parlent du York, nous avons des enfants qui sont des ingénieurs du son. Je regarde Bachir Diop, je regarde Alassane Guissé, et il est possible, justement, on a commencé avec Ousmane Dongo, hein, de numériser un certain nombre de productions, aussi bien écrites que audio. Donc il est possible, avec les Aziz Dia et autres là, de voir comment améliorer la qualité de son. Ce que nous avons les cassettes là qui sont vieilles. Mais il faut reprendre même de nouveaux enregistrements, parce qu'on a les mélodies, on a les textes et tout ça, et il est possible peut-être avec les artistes qui sont là, peut-être de même faire de nouveaux enregistrements. En tout cas, je crois qu'il est possible, avec tout le potentiel qui est interne à nous, qui est proche de nous, il est possible de faire ce travail-là de transmission de toute cette production écrite et audio aux jeunes. Je pense que nous devons nous saisir de cette opportunité-là pour continuer la manifestation d'aujourd'hui. Ça, c'est possible. Deuxièmement, je crois le deuxième temps qui est en train d'être réédité. Ce sera aussi l'occasion pour partager cette publication au plan international et avec les moyens modernes de l'Internet et tout ça, multimédia, je crois qu'on pourra avancer très très loin dans ce sens. Un mot simplement pour dire que peut-être qu'on aura d'autres débats. Hein. Ce moment-ci, c'est un moment, disons, de découverte, de contact, de retrouvailles, de souvenirs, mais on va se retrouver pour approfondir. Juste dire que Mbadiaye en a parlé un peu. Est-ce que ce qui politiquement nous dirigeait et qui à un moment donné, quand Mbadiaye et moi, on a été à Saint-Louis affectés, c'était notre premier poste pour, disons, comme professeur, on a reçu le mot d'ordre, on a commencé à implanter le travail à Saint-Louis, Balakos, Sud, etc. Mais le mot d'ordre est venu d'en haut pour nous dire arrêtez ça, sortez de ce cadre de travail culturel et allez vers les ouvriers. C'est ça, c'était ça le mot d'ordre. Et maintenant, pour aller chercher les ouvriers. En fait, il y a ça. Mais on va revenir là-dessus. Il faut aussi se rappeler une chose. La question n'est pas seulement nationale, locale. La question, elle est même mondiale. La rupture qu'il y a eu. L'effondrement du bloc socialiste a fait effondrer les espoirs pour un monde nouveau. Ça a créé un traumatisme. Ça a plongé les gens dans un désarroi idéologique.
et les gens ne se retrouvaient plus. Et nos propres enfants n'ont pas de repères matériels pour visualiser même ce qu'est le socialisme ou ce que peut être le socialisme. Je crois que c'est très important. Je ne vais pas plus loin, on débattra là-dessus. Mais la question n'est pas seulement nationale, hein, elle est internationale. Bon, maintenant qu'il y a l'histoire. Des rires qui décrètent la mise à mort secrète des enfants du Djeri et du Waalo. Amna ay ree yu dëktu yu wax sax yu regg ya yuy addu ci biir dëkkuwaayu Puukure ya ay ree yu dogal ci pet deewu juddu Djeri ak yu Waalo yi. Il y a des rires grinçants qui crissent depuis les boyaux creux, des rires trompent la faim, qui crient sans gémir, qui hurlent sans frémir le riz et le pain. Am na ay ree yu daw yaram di xiis bu ci di set wecc ay ree yu nax xiif yu yuux te bañ jooy yuy ŋaax te bañ tiit ngir ceeb ak mburu. J'ai choisi un texte qui s'intitule Hippie et qui a été écrit par Massiri Issa Dieye. Et pourquoi ce texte? Il faut qu'il se dévoile. Hein? Ah d'accord, je le cherche. D'accord, très bien, excellent. Alors pourquoi ce texte? Parce que je pense que c'est le message le plus important à cette époque, à cet instant. On sait pas qui c'est. C'est qui? Pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui suis passé ici, qui a pris un texte et qui prévoit de le déclamer et on m'appelle voilà. Alors, et ça donne ça. Sauf que je vous fais une réplique en fait à la fin. Mouné, nala ou modi la kide, kongok. Hippie, hippie, hippie. Hippie te xamal leen ni ñun demuñu bay ragal dee, demuñu bay ragal dee, demuñu bay ragal dee. Na fekk rek su boobaa suñu deret mel ni ndoxu taw, suñu deret mel ni ndoxu kaw. Ci gaaw a yëkkati sax yaay yi ak jebbil gàncax gi. Kon boog hippie, hippie ndax kat kuy nelaw. Yomb ngaa bett xippi ndax kat kuy nelaw yomb ngaa nax ma ne xippi ndax kat kuy nelaw yomb ngaa bett xippi ndax kat kuy nelaw yomb ngaa nax kon boog doxuñu te xippi lanka des gannaaw lanka nax lanka jayeku gis nañu ko ràññee nañu ko moom noon bi saaloo ci kawam sëf ko suñu doole du raw de déedéet du raw de moom dee rek ma ne dee rek xippi xippi ndax kat njàqare dal na xippi ndax kat njàqare dal na. Ce poème, celui qui l'a écrit est dans la salle, mais il se trouve que quand on avait la troupe à Paris, moi c'était le poème d'ailleurs, celui que le jeune Flamand vient de faire là, Hippie, et ça faisait partie de mes affaires. Donc chacun avait ses poèmes et donc on répétait vraiment sérieusement et puis on lui disait de Hippie, etc. Donc mais lors des répétitions là, chez Jean-Charles dit qu'aujourd'hui je vais faire deux choses, dégler un bokki et puis pour l'autre, à condition que Assou accepte de chanter. Elle est partie, elle a fui. Parce que là, c'est comme le travail des artistes. Elle a dit qu'elle ne chante pas parce que voilà. Son maître absolu est juste en face. Aujourd'hui, on fera que ça. J'en profite d'ailleurs pour saluer le grand Ouza, Mangouy Senpolé. On n'a pas eu le temps la prochaine fois pour tous les deux. Parce que quand on est rentré, on voulait savoir aussi ce que les musiciens pensaient des produits, comme les cassettes. Donc avec Aziz, on est parti écouter le grand pour qu'il nous fasse une étude critique sur le plan musical, technique de l'affaire et Ouza pourra en parler. Et vraiment ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup réconforté. Donc on était clandestins mais on allait voir aussi les gens dans la légalité.
leen mbokk yi déglu leen yuuxi suufi Sénégal ànd ak yuuxi salub ya ca Gorée sama patrie di miti naqari sama lamine di saf deret boom nañu Oumar Diop nañu boome waa Nder ak ñu tëdd sa Thiaroye ak ñu tëdd sa Centenaire géej géej gi nax di naax ñu ne lay sab di sab niw rab asamaan si dënu ni kënu niir yi xaacu ngir naxarlu déglu leen mbokk yi déglu leen yuuxi suufi Sénégal fii salu di Gorée sama pataliku di miti di naqari sama lamine di saf deret dama amoon fii ñaari taalif yu ñu ma jox benn bi mi ngi tudd wéqu dañ see bind ngeen ràññee bépp taalif bu ñu tëjee xx xamuñu ki ko bind wéqu loolu lañ ci bind beneen bi mi ngi tudd àndandoo Massiri Issa Dieye kon damay tàmbalee ci wéqu di liggéey xëy di liggéey yendu di liggéey gontoo liggéey fanaanee liggéey di liggéey te sax sa liggéey fayagul la ca war mel ni nekkinu jaam kon boo ku dul ab jaam war a jël say jumtuwaay ndax ñàkk a ngi tuuru saa su ne ñàkk a ngi tuuru di jariñ keneen ku dul boroomam lan moo fi sës jël sa fit taxal sa fit rek moo fi sës ngir ki lay noot te saa su ne sa ginnaaw di neex ca ka lay noot boo fippuwul bu ko moom da ca jóg kon wéqu ngir ku bëgg a dee faaw di nga wéqu salaam àndandoo
Pendant qu'on répétait la cassette en clandestinité avec la participation de Baba Mal dans un atelier, c'était ici chez Cheikh Gueye. C'était chez Cheikh Gueye ici dans la SICAP. Baba Mal était là, Mansour, je ne veux pas citer les autres, Fatou Ali, Mariam Dem, moi-même, Amidou Dia, etc., etc. Charles Kati qui était là. Nous sommes enfermés dans la chambre de Charles Kati parce que nous étions des clandestins et nous devions produire une cassette clandestine. Une musique clandestine, merci pour la correction. Alors, quand nous avons commencé à murmurer donc en douceur, Baba Mal a pris le micro. Ah, il n'avait pas de micro, mais comme lui, il a un micro dans sa poche. Il s'est mis à chanter Dungu. Et quand il a commencé, la maman de Cheikh Gueye est venue taper à la porte. Boum, 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 boum. Oubliez le bout, le khayoufi. On était obligé d'ouvrir la porte et on a laissé Baba Mal continuer sa chanson. La maman était tellement heureuse qu'elle est allée acheter des bouteilles de Spark, c'était la boisson en son temps. Et elle a transformé notre répétition clando en khawar. Mamadou Lamine Jamba Jamasouldi, Mamadou Lamine Jamba Jamasouldi, Jantou Sohin Widayolo Timigre, Wayjoyna. Wane wane yon Botayu jambari Wane wane yon Sopi haritan kadi jalarbi Mokdena patena Wey bingen balma Ni moko waxe Waruna jaklena Man lu ñuy na beti lamin Dadi royo kay Dadi dañu bañ Xalaat ak Tibiraskan wi langu Caada Sénégal Takuna taxaw fas yéene xamal leen Gudi Lamin langu Caada Sénégal Takuna taxaw fas yéene xamal leen Gudi Lamin langu Caada Sénégal Takuna taxaw fas yéene xamal leen Gudi Lamin